Comment évoluent les différents marchés à Paris et en Île-de-France? Les ventes, les prix, les conditions de crédit. Analyse et bons conseils. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo. Maître Olivier Clermont, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole des notaires du Grand Paris. Avec vous, on va voir l'évolution du marché parisien. Vous avez tenu une conférence de presse. Et Pierre Chapon, bonjour. Cofondateur de Préto, spécialiste de crédit immobilier, toutes ces notions d'emprunt. Et on a besoin en ce moment d'y voir clair, de se projeter après une année 2023 qui a été plutôt compliquée sur le front de l'activité. Comment se profile 2024, c'est ce que l'on va voir ensemble. Vous êtes complémentaires, à la fois les notaires, les prix, à la fois les conditions de crédit. Quels seraient peut-être en introduction à tous les deux les éléments clés qui permettraient de relancer l'activité? Maître. Alors effectivement, vous avez raison Olivier, une baisse d'activité assez forte, puisque sur Paris intramuros, par exemple, moins de 22% de volume, et sur le Grand Paris, plus de 25%, 26%. Donc il y a le volume qui baisse, ça c'est une certitude, et il y a également les prix qui baissent, et on table sur une baisse de prix de 8%. Alors ça on va le voir en détail, mais Maître, qu'est-ce qui permettrait les éléments clés? C'est quoi? Alors, c'est la confiance? Alors, première chose, dans les derniers mois, qu'est-ce qu'on a vu? Une forte hausse violente des taux d'intérêt. Donc, évidemment, le prisme j'achète à 1%, on oublie, maintenant c'est fini. Et quand on passe de 1% à 4, 4,5%, évidemment, ça bloque le budget des ménages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller un peu mieux? Je pourrais vous parler d'une mesure que les moins de 20 ans n'ont pas connue, c'est-à-dire la déductibilité des intérêts. Je rappelle qu'avant, en France, lorsque tu achetais ta résidence principale, tu pouvais déduire tout ou partie des intérêts d'emprunt. Je sais que ce n'est pas dans l'air du temps. Cependant, ce n'était pas gênant d'avoir supprimé cette mesure lorsque les taux d'intérêt étaient bas. Aujourd'hui, ils sont élevés, ils vont certainement revenir un peu plus de modération, mais je pense que c'est quelque chose qui permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux Français. D'accord, et l'on verra après peut-être aussi d'autres propositions. Pierre Chapon, alors des indicateurs, des éléments clés qui permettraient de fluidifier l'activité. Alors déjà la confiance, les 18 derniers mois ont été marqués par de la fébrilité avec des emprunteurs qui avaient peur de se lancer parce qu'ils pensaient que c'était vraiment un parcours du combattant d'obtenir un crédit, et c'était vrai. En 2024, c'est plus le cas, donc je pense que la confiance peut revenir et que les gens peuvent vraiment se projeter. Et ensuite, on peut appeler de nos voeux aussi encore une fluidification de l'accès au crédit en faisant sauter des freins qui perdurent au niveau des règles HCSF qui ont été inventées au moment où les taux étaient historiquement bas, avec à l'époque peut-être des risques de surchauffe de la demande de crédit. Maintenant, force est de constater que c'est plus du tout le même contexte. Effectivement, c'est ce que l'on va voir. Alors, tout d'abord, Maître Olivier Clermont, le marché parisien et par extension francilien, on va dire le marché du Grand Paris. Quels sont les principaux enseignements justement de votre bilan 2023 et des projections? D'abord sur le bilan côté vente et côté prix. Alors sur le bilan côté vente et côté prix. Côté vente, le nombre de ventes a fortement chuté. On a baissé non seulement sur les volumes dans Paris et dans le Grand Paris, avec une baisse beaucoup plus forte d'ailleurs sur le Grand Paris que dans le Paris intramuros. Donc, 47 000 ventes exactement. En moins sur un an. Tout à fait. Ça, 2023 par rapport à 2022, 47 000 en moins. Ouais. 47 000 ventes en moins, ça veut dire moins de travail, ça veut dire moins de recettes pour nos collectivités, exactement. Et donc, ça prouve bien un attentisme parce que les Français attendaient d'avoir des conditions d'emprunt qui s'améliorent, et ça ne s'est pas amélioré en 2023. On verra pour 2024. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le volume. Sur les prix. Sur les prix, quand il y a moins de volume, il y a un moment où vous avez deux types de vendeurs. Vous avez le vendeur contraint, puis le vendeur qui n'est pas contraint. Celui qui est contraint, c'est celui qui est obligé de vendre, par exemple dans le cadre de succession, d'accord, il est obligé de payer les droits de succession, donc il est bien obligé de vendre. Et celui qui est obligé de déménager, c'est celui... Divorce, décès, voilà, parce celui-là, il y a un moment, il est obligé de réagir un peu plus vite. Pour qu'il trouve un acheteur, il est obligé d'accepter quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas accepté il y a un an. D'où la baisse des prix. Baisse des prix qui est plus ou moins importante en fonction
de l'endroit où vous êtes, où vous trouvez votre bien. Hein, on s'aperçoit que à Neuilly, les prix ont, je crois que à Neuilly, les prix ont baissé de 10%. Bon, ils sont encore au-delà de 10 000, hein, c'est déjà c'est pas mal. Mais c'est le cas aussi à l'Est, où il y a eu des communes qui étaient stables normalement et qui ont baissé un peu plus fortement. Et dans Paris, on voit que Paris résiste un peu mieux. Alors, juste, maître, oui. de dire que les prix en Ile-de-France ont perdu 7 à 8% sur une année, que ce soit maison ou appartement. Exactement. 7 ou 8% constatés sur une année au quatrième trimestre. Alors, Paris intramuros. Non, c'est sur Paris. On voit une petite carte où là, tous les arrondissements sont à la baisse, tous. Moi, c'est une unanimité, hein, ça baisse. Et ça baisse un peu plus fortement, d'ailleurs, dans l'Est parisien que dans le centre. Hein. Paris-Centre résiste, la baisse est moins forte. Il y a même quelques quartiers qui augmentent. Le 6e arrondissement est toujours autour des 14 000. Et dans Paris-Centre, eh bien, qu'est-ce qui résiste notamment et qui augmente? Je vous laisse deviner. Notre-Dame. Notre-Dame est un des quartiers qui augmente. Alors, pourquoi Notre-Dame, Arsenal et la Madeleine augmentent? Très certainement, ça c'est une petite analyse, hein, grâce aux étrangers. Hein, les étrangers qui n'ont pas de problème d'emprunt. Après tout, quand tu n'as pas de problème d'emprunt, quoi de mieux que d'acheter en plein centre de Paris avec une belle cathédrale qui est en train de faire peau neuve. D'où là, donc, les prix résistent, en tout cas dans le centre de Paris, mais on a quand même ces écarts qui sont énormes. 14 000 € du mètre carré en moyenne dans le 6e arrondissement. On est dans des quartiers populaires dans le 19e, sous la barre des 8 000 € du mètre carré, ce qui fait quand même un écart très important au sein de la même ville. Exactement. Regardez la baisse entre le 13e arrondissement à 8 300. D'accord. Le 13e arrondissement qui subit une forte baisse de plus de 12%. C'est pas neutre. Donc tous les arrondissements, on peut dire que c'est un grand croissant parisien. Voilà. Tous les arrondissements limitrophes subissent une forte baisse. Hein, c'est normal. Tous ceux qui sont un peu plus populaires, la baisse est encore un peu plus forte. Avec un prix moyen, si on se projette sur les avant-contrats du mois d'avril, donc des notaires, on est à 9 400 € par mètre carré en moyenne. Ça, c'est notre projection. À Paris. C'est ça, c'est notre projection. Donc ce qui représente une baisse de 7-8%. 7-8% sur une année. Pour Paris intramuros, maître, est-ce que ça va continuer de baisser comme ça et à quel rythme selon vous? Alors, c'est très compliqué pour nous de savoir tout ça. Il faut se lancer et après tout, on y va. Nous, notre analyse sur Paris, d'accord, les notaires du Grand Paris, on pense que les prix doivent baisser encore un petit peu. En tous les cas, ils doivent baisser pour retrouver le volume qu'on avait. Parce qu'on nous promet une baisse des taux d'intérêt, c'est très bien, on s'aperçoit que le AT, elle vient d'augmenter un petit peu, alors ça baisse par rapport à ce que c'était avant. Et ce n'est pas des taux qui sont particulièrement élevés. Hein. Dans le passé, on a connu des taux de 3,5, 4%, et on était content d'emprunter à des taux comme ça. La différence, c'est qu'à l'époque, les prix n'étaient pas les mêmes. Donc, emprunter au même taux, c'est très bien, mais quand ton prix a augmenté, a pris plus de 50%, voire 100% du prix, parce que c'est le cas, eh bien, évidemment, tu n'as pas beaucoup de choses. Soit les taux rebaissent fortement. Alors, fortement, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne baisseront pas autant qu'ils l'ont augmenté sur la dernière année, ça c'est une certitude. Soit les prix baissent, et la question est jusqu'où? Oui. Et si on sort de Paris, notamment première couronne, là aussi, des baisses de prix assez importantes, moins 7, moins 8%, maisons, appartements, avec de moins en moins aussi de maisons sur le marché. Voilà, les maisons, on y est bien, on y reste dans la petite couronne, voilà, donc il y en a moins à vendre. Il y a aussi, faut savoir qu'avant, les maisons, elles n'étaient pas achetées que par des particuliers, elles étaient aussi achetées par des promoteurs. Aujourd'hui, le marché du neuf étant ce qu'il est, il n'y a plus beaucoup de promoteurs qui sont acheteurs, donc moins de vendeurs, moins de ventes. Et ce qui veut dire que on a beaucoup moins de statistiques. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, on a présenté une carte sur le Grand Paris avec des grandes zones blanches parce qu'on n'a pas de statistiques sur les ventes. Si c'est pour annoncer qu'on a eu 2 ventes sur une commune ou 3 ou 4, 5 ventes, ça n'a pas de sens. Donc le volume démontre bien, la baisse du volume, qui est très très forte, démontre bien que tout le monde est dans l'attentisme. Ce qui continue de bouger un peu, c'est quand même les appartements. Hein, mais à une époque, dans la Grande Couronne, on vendait plus de maisons que d'appartements. Là, on s'aperçoit qu'on revient à une égalité, ce qui est assez étonnant. Donc, vous pronostiquez, on va dire entre guillemets, en tout cas, la poursuite de la baisse de prix à Paris, en Ile-de-France, dans des proportions
on va dire raisonnable, 2-3%. Il n'y aura pas d'effondrement en tout cas. Il n'y aura certainement pas d'effondrement, ça c'est une certitude. Il n'y aura pas d'effondrement parce que les taux vont un tout petit peu baisser, hein, ça ne va pas compenser. Il n'y aura pas d'effondrement parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas constaté la perte. Donc on est toujours content. Voilà. Alors c'est justement ce que l'on va voir, parce que vous dites les taux, où en sont les taux, où en sont les conditions de crédit, Pierre Chapon. Alors les conditions de crédit ont été très très réduites sur les 18 derniers mois et on observe une amélioration très nette depuis la fin 2023 et en ce moment là, donc depuis le début de l'année 2024, on peut dire que l'offre de crédit est abondante, toutes les banques sont revenues sur le marché. C'est reparti, donc le crédit immobilier redevient un produit d'appel. Tout à fait, le crédit est un produit d'appel, toutes les banques sont là, c'est tout simplement parce que les taux de marché ont baissé légèrement et donc les banques font un peu de marge sur le crédit et donc elles se font concurrence pour attraper les dossiers de crédit. Et vu que les volumes de transactions, ils sont encore mous, hein, c'est un marché qui est pas redevenu à une dynamique importante. Phase de transition, on pourrait dire, on repart doucement, c'est ça? Exactement, et donc les banques se battent sur un terrain de jeu un peu plus petit et donc il n'y a pas de problème pour les emprunteurs pour obtenir un crédit. Taux d'intérêt, où en est-on concrètement sur les durées de 15 ans, 20 ans, 25 ans? Alors les taux, ils ont aussi commencé une baisse. On était monté jusqu'à 4,4, 4,5 au dernier trimestre 2023 et on observe une baisse grosso modo de 0,4 déjà. Et donc sur 20 ans, on est pour les très bons dossiers autour de 3,7, 3,8 et légèrement au-dessus sur 25 ans. Et donc ça, c'est à peu près 0,4 de moins qu'il y a quelques mois, ce qui donne déjà une amélioration sur les budgets d'achat. C'est encore modéré, hein, sachant qu'on a pris énormément de hausses de taux, donc c'est assez petit en relatif, mais c'est une tendance qui s'amorce. On regagne donc du pouvoir d'achat immobilier. Les projections pour Préto, fin d'année, les taux d'intérêt à combien sur 20 ans, 25 ans, selon vous? Alors, on pense que ça sera situé entre 3 et 3,5, donc c'est une fourchette assez large. Donc c'est une baisse quand même assez marquée il y a évidemment des incertitudes, mais si on est plutôt dans le bas de cette fourchette, ça voudrait dire quand même un point de baisse, on peut dire un point de baisse par rapport au plus haut, ce qui est quand même significatif. Rappelons-nous que un point de différence sur le taux, c'est 10% de différence sur le budget d'emprunt. Mais si je suis acquéreur potentiel et que j'entends les taux vont continuer à baisser, que les prix vont continuer à baisser, je vais attendre un petit peu. Alors, c'est pas forcément le bon calcul. En tout cas, nous, on a pas mal de clients qui sont actifs là en ce moment parce que ils se disent la chose suivante. La perspective de baisse de taux qui pourrait arriver, ça implique deux choses. Ça implique, premièrement, pour moi, même si j'achète maintenant avec un taux pas le plus sexy du monde, j'aurai la possibilité dans l'avenir de le renégocier. Ouais. Et j'ai cette confiance-là puisque maintenant, c'est ce qu'on se dit. Et aussi, j'ai la confiance que les prix ne vont pas s'effondrer. Le marché va mieux, la perspective de baisse de taux, finalement, il y a pas mal de peurs qui s'éteignent pour les candidats à l'achat. Et donc, on a plutôt des gens assez actifs sur le marché et en parallèle on a quand même des négociations de prix qui peuvent être intéressantes, donc on est dans cette fenêtre où j'ai pas peur et si je suis actif sur le marché, il y a peut-être encore des vendeurs qui ont quand même vraiment besoin de vendre et c'est peut-être le moment de capter des baisses de prix qui dureront peut-être pas. Qu'est-ce qui permettrait selon vous de fluidifier encore plus l'activité de ce marché? Est-ce que vous attendez des nouvelles lois, politique du logement, prêt à taux zéro, statut du bailleur privé, maître? Alors il y a plein de possibilités, plein de possibilités, parce qu'il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé. C'est vrai que quelqu'un qui a acheté il n'y a pas longtemps ou il y a moins de 2 ans avec un taux d'intérêt à 1%, normalement on revend au bout de 7 ans en moyenne. Ouais. Je ne suis pas persuadé que celui qui a un taux d'intérêt à 1% soit prêt à revendre pour retrouver un taux d'intérêt à 3%.
Donc ça va peut-être aussi avoir un Même petit... s'il peut renégocier après, ce que Même... disait Pierre. Ouais. Oui, mais il aura du mal à renégocier à 1% qu'il a perdu. Donc le transfert du prêt, ça c'est quelque chose qui est assez simple, qui ne serait pas très compliqué à mettre en place si on le souhaitait. Mais enfin ça c'est une proposition. C'est une proposition notamment. Hein. Statut du bailleur privé, inciter en fait les investisseurs qui sont des acteurs économiques à part entière. Mais assurément. Aujourd'hui, être contraint de dire à un client mais quel est le meilleur statut pour vous, faire une différence entre le loueur meublé professionnel, le non professionnel, le nu. Donc il faudrait simplifier tout ça en fait. Le choc de simplification qui est déjà passé 15 fois en France, on aimerait bien l'avoir réellement. C'est aujourd'hui très compliqué de bien conseiller un client. Pourquoi une SCI peut louer nu, pourquoi elle ne peut pas louer en meublé, il y a plein de questions qui se posent. Et ça, on peut vraiment simplifier les choses. D'autres questions aussi qui se posent en matière des passoires thermiques. Justement, on est en train de revenir sur le calcul du DPE pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés. Enfin, bon. Olivier, si vous imaginiez le temps qu'on passe en rendez-vous sur les passoires thermiques, sur le DPE, entre la réglementation, le nombre de fois où elle a changé sur les derniers mois, et on l'a vu encore dans les dernières semaines, voilà, simplifions, effectivement. C'est tant mieux, la dernière petite mesure qui a été prise sur les 39 mètres carrés, on en est ravis, ça va simplifier un petit peu les choses. Mais on a compris qu'on était dans une vraie jungle et qu'on évolue un petit peu à court terme pour savoir comment ça évolue avec le plan pluriannuel des travaux et tout ça. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup d'idées, mais vraiment simplifier les choses, c'est vraiment du bon sens, et tout ce qu'on demande, c'est du bon sens. Du bon sens, Pierre. Alors, qu'est-ce qui, vous, de votre côté, permettrait de fluidifier l'activité en matière de crédit, d'obtention ? Oui, alors pour fluidifier, je pense que, je le répète, je l'ai dit au début, faudrait lever les contraintes HCSF qui sont un peu obsolètes vu le contexte. Au comité à la stabilité financière, qui fixe notamment les durées, les durées de remboursement. Exactement, c'est très complexe à piloter pour les banques. Les marges dérogatoires mécaniquement ne peuvent pas être consommées puisque elles ont tellement peur à différents étages dans les banques d'être du mauvais côté qu'on se protège, donc on n'atteindra jamais les 20%, et avec des taux à 3,5, 4%, il n'y a aucun risque de surchauffe du marché du crédit. Le crédit est un petit peu cher, donc les agents prennent des décisions, des bonnes décisions, donc ces règles n'ont plus lieu d'être. Sur les investisseurs, là aussi, je rejoins l'intérêt fort de dynamiser le bailleur privé, et sur le financement, je considère qu'il faut laisser les banques choisir de faire de l'endettement différentiel. C'était ce qui permettait... Prendre en compte le reste à vivre. Prendre en compte le reste à vivre, et c'est aussi prendre en compte le fait qu'un bien locatif, on peut netter la mensualité avec le loyer et pas le considérer comme un endettement, comme une résidence principale. Quand on voit la demande locative qui existe sur le marché résidentiel français, c'est pas du risque que de permettre plus de flexibilité sur le financement des investisseurs privés. Le prêt à taux zéro, il faudrait l'étendre selon vous sur... le territoire, aussi ouvrir la maison individuelle ou pas ? Alors, le prêt à taux zéro, à la différence des autres mesures que je commentais juste avant, là, il y a un coût pour les finances publiques, donc ça se pose différemment. Il a déjà été contre. Je dis pas que je suis contre, mais en tout cas je peux comprendre que il y a des arbitrages qui soient faits. À l'inverse, sur les mesures un peu prudentielles, là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de dogme, et donc c'est vraiment d'une autre nature. Sur le prêt à taux zéro, il a été quand même amplifié, mis à part la maison individuelle récemment, et là je pense que on a un bon dispositif du prêt à taux zéro pour le logement collectif. Pour la maison individuelle, ça c'est vraiment aussi des choix d'aménagement et de modèles notamment écologiques, hein. Et ça pour le coup, mon regard d'expert du financement, j'ai pas de vision très très marquée à mon niveau sur le sujet de la maison individuelle. Maître, une réaction ou une autre proposition ?
Oui, je pense que le prêt à taux zéro, il a aidé quand même beaucoup de gens. Il est quand même à la marge. Moi, je réagis comme un Parisien. On est quand même à la marge et c'est vrai que ça coûte à l'État. Pour les primo-accédants, pour les aider à accéder à la propriété. Oui, mais je pense qu'il faut permettre à des gens d'arriver sur le marché de l'immobilier et plutôt que de rester locataire ad vitam aeternam. Moi, ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est qu'à la fin de la chaîne, je vois des personnes qui sont âgées qui parfois revendent leur bien immobilier en vie âgée, tout ça. C'est-à-dire que l'immobilier leur a permis de mieux vivre en fin de vie. Voilà. Et si on ne permet pas aux Français d'être propriétaires de leur toit, soit d'un appartement, soit d'une maison individuelle, il se constitue un patrimoine. Il se constitue un patrimoine et qui, à la fin, servira à faire autre chose, soit à transmettre, ça on peut mieux, mais s'ils n'ont pas les moyens de transmettre, au moins à vivre, à faire des ventes en vie âgée, comme on le voit de plus en plus aussi, et ça sert un peu. En cette période d'incertitude, quand même économique, quels sont vos bons conseils à tous les deux pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier et passer par la case financement notamment? Pierre, vos bons conseils. Alors les bons conseils, je vais commencer par ceux qui souhaitent acheter. Ouais. On est dans une transition de marché où on a encore une tendance baissière sur les prix, mais qui pourrait ne pas durer si longtemps que ça. Donc mon bon conseil, c'est quand on a la capacité d'achat, donc un bon financement et les banques sont là, se gonfler de confiance et y aller. Et par contre, être exigeant sur les prix. Il y a encore des négociations intéressantes qui se font sur le marché actuellement. Et donc, y aller, être vraiment costaud sur son financement et faire des offres agressives quand on est acheteur. Il y a de la marge à aller chercher. Anticiper en amont aussi, notamment bien sûr l'aspect budgétaire, mais sur l'apport personnel, on entend un peu tout et son contraire. Il augmente, il baisse. Où est-ce qu'on en est sur l'apport personnel? Alors l'apport personnel, il baisse légèrement. Et c'est mécanique. Avec la baisse des taux, le budget d'emprunt augmente légèrement et en conséquence les banques peuvent consentir un apport un petit peu plus faible. C'est mécanique, hein. Il n'y a pas de phénomène où les banques pour des raisons de risque décident d'imposer 15%, 20% d'apport. C'est seulement la hausse des taux qui avait fait exploser l'apport personnel parce que le budget d'emprunt devait être complété par de l'apport pour finaliser le budget. Donc on revient à une sorte de normalité, selon vous, en tout cas sur cet aspect apport personnel. C'est léger, hein. Ouais. On est très très loin des niveaux d'apport personnel qu'il y avait quand il y avait des taux à 1%, où là, énormément de gens avec finalement de l'épargne résiduelle décidaient de mettre le minimum en apport dans l'achat immobilier pour conserver du cash. On est encore loin de ça. Oui. Mettre les bons conseils. Alors, les bons conseils, effectivement, pour bien acheter, regardez bien les prix environnement, de votre environnement. Je crois qu'il faut toujours la même chose. S'informer, aller voir sur les bases de données. Alors, les bases de données qui sont accessibles partout. L'emplacement. Je pense qu'aujourd'hui, un produit qui a des défauts, on aura plus de mal à le revendre plus tard. Donc vraiment bien se former. Allez voir en amont les banques. Mais ça, les Français le font déjà. Hein. On a beaucoup moins de refus de prêt. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avant d'aller dans la recherche, le banquier il a été sollicité. On sait exactement combien on peut avoir. Et donc, quand on arrive sur le marché, on est sûr de pouvoir faire la bonne offre et de rassurer son vendeur. Parce que le vendeur, entre une offre avec un emprunt et puis une offre sans emprunt, évidemment, aujourd'hui, ça va toujours vers le zéro emprunt. Même s'il y a une petite décote, il préférera peut-être la petite décote sans emprunt qu'un prix un peu plus élevé avec un emprunt. Dans les mouvements haussiers, on a le sentiment, et on le voit régulièrement, qu'en fait, tous les biens augmentent, tous quasiment. Et au moment où ça baisse un peu, finalement, il y a ceux qui résistent, qui sont bien placés, ce qu'on appelle les zéro défauts, et puis il y a les autres qui peuvent perdre beaucoup de leur valeur. Exactement, vous avez complètement raison, et c'est bien pour ça que Paris Centre résiste un peu plus que le reste. Voilà. Pierre, au niveau de... Sur l'évolution cette année, en tout cas si on se projette sur 2024, ouais. Donc vous nous dites, les taux d'intérêt, 3%, fin d'année, c'est votre pronostic, vous avez été filmé. Donc voilà, c'est le pronostic. Et sur les prix... Sur les prix, on pense que
la solvabilité des acheteurs va être favorisée par cette baisse de taux, que finalement, sur les 2 dernières années, il y a eu des hausses de salaire. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura sur les années qui viennent, 2024-2025, puisque la conjoncture économique s'affaiblit. Mais poussé par l'inflation, les salaires ont augmenté. Donc finalement, on est dans une situation où le budget d'emprunt, il s'améliore après avoir été largement dégradé. Et donc, ça pourrait enrayer la baisse des prix. Là, les chiffres des notaires qui ont été cités, c'est 7-8% de baisse sur un an. Ça sera probablement moins en 2024 qu'en 2023. Donc, une fin de cette baisse de prix. Et donc, pour les acheteurs, peut-être une fenêtre de tir pour bien négocier les biens qui est peut-être pas éternel. D'accord. Maître, alors nous, des voyants ouverts ou pas? Encore des indicateurs dans le rouge? Nous, on pense que ça va encore un peu baisser quand même. Bien évidemment, et tout dépendra des taux. Si Pierre a raison et que les taux sont à 3%, j'en serai le premier satisfait, puisque ça voudra dire qu'on aura plus de ventes, très certainement, et qu'il y aura plus d'acheteurs. J'en serai vraiment très heureux, mais je n'en sais rien sur les taux. Ce que je sais, c'est que certes, les salaires ont augmenté un peu plus, les bas salaires que les salaires moyens. Et sur Paris, ce n'est pas des bas salaires qui achètent. Voilà. Et donc, on a encore le pouvoir de l'argent qui est là et qui est beaucoup plus fort que la capacité d'emprunt qui n'est pas encore revenue. Ça, c'est certain. Donc, nous, on pense qu'il va y avoir une petite baisse. Et aujourd'hui, qu'il vaut mieux vendre tout de suite que d'attendre cette potentielle baisse, surtout si je prends mon argent et que je le mets tout de suite et que je le replace, parce que je sais aujourd'hui que quand je replace l'argent, ça me rapporte quelque chose. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Pierre Chapon, CEO de Préto, cofondateur de Préto, merci beaucoup. Merci. Maître Olivier Clermont, porte-parole des notaires du Grand Paris, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.